Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Walter Boujna. Bonsoir Olivier Lecomte. Bonsoir. Bonsoir, Je vous remercie cher. d'accepter de participer à ce débat qui devrait être passionnant et très intéressant. Le thème de ce soir, c'est royalisme au pluriel. Deux points, réalité également au pluriel ou utopie également au pluriel, point d'interrogation. Royalisme, réalité ou utopie. Donc très rapidement, Walter, tu es président du mouvement JL. J'ai déjà eu le plaisir de te recevoir. Tu auras certainement l'occasion d'en reparler ce soir vu la thématique du débat. Quant à vous, Monsieur Olivier Lecomte, vous êtes délégué général de l'Alliance royale. Et là aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a une actualité assez chaude, si je puis dire, vous concernant. Vous nous révélerez ça tout à l'heure. Donc, pour commencer, en fait, cette soirée avec vous deux, mes chers amis, mes chers compatriotes, pour employer un vocabulaire un peu républicain, aujourd'hui, d'une manière générale, on s'accorde tous à dire que la France est née du baptême de Clovis, donc en 496. Pendant 1500 ans, notre pays a été gouverné par des rois, des régents, des régentes, et donc la monarchie occupe une place politique capitale, centrale dans notre histoire nationale, dans notre histoire française. Mais ce qui est aujourd'hui intéressant, c'est que la France n'est plus une monarchie. La France est un régime démocratique et républicain. Et aujourd'hui, les mouvements royalistes sont tous plutôt minoritaires, pour être clair, voire même groupusculaires. Les royalistes ne sont plus représentés à l'Assemblée nationale depuis une centaine d'années. Et c'est quelque chose à la fois de paradoxal, cette absence de représentation politique, quand on sait que, de manière objective, que ce soit en France ou à l'étranger, dans l'imaginaire collectif, tous les symboles culturels de notre pays sont quasiment tous issus de la royauté. Château de Versailles, de Chambord, le Louvre, Notre-Dame de Paris, la Sainte-Chapelle, le Mont-Saint-Michel, les Fleurs de Lys, etc. Donc la question à se poser, c'est pour quelles raisons les mouvements royalistes ou le mouvement royaliste, peut-être qu'Olivier Lecomte nous fera peut-être une différence entre les ou les mouvements royalistes, ont-ils connu cette chute et pourquoi le royalisme aujourd'hui, alors qu'il a une place centrale dans notre histoire nationale, ne représente rien sur le plan politique. Et en fait, il faut d'abord définir ce qu'on entend par royaliste. Alors, royaliste, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un attachement pour la royauté. Alors, il faut être clair, avant la révolution de 89 en France, on ne parlait pas de royaliste. C'est là aussi la chose qui est paradoxale, c'est que ce terme de royaliste vient après la défaite de la royauté face à la révolution. Il faut également préciser qu'aujourd'hui, le royalisme est divisé en différentes chapelles, en différentes tendances. Or, normalement, la monarchie, c'est le symbole de l'unité. Il y a plusieurs points pour expliquer le royalisme. On pourrait, comme je viens de le dire, la désunion et également l'illégitimité. Est-ce qu'aujourd'hui, un prince ou un roi serait légitime? Donc la question que je vous pose à tous les deux, la restauration de la monarchie pour demain ou après-demain, est-ce que c'est une utopie ou est-ce que ce sera une réalité? Et je vais donner par exemple la parole à Monsieur Lecomte en tant que délégué général de l'Alliance royale. Alors, c'est loin, loin, loin d'être une utopie. Pourquoi? Parce que les choses évoluent et elles évoluent tout le temps. Quand on parle de monarchie, il ne faut pas se pencher sur ce qu'il y avait avant. La monarchie, c'est une idée neuve, c'est une idée pour le XXe siècle. C'est l'idée que l'on peut changer les choses avec un autre régime, parce que la République n'est qu'un régime. C'est un régime politique parmi tant d'autres. On peut être républicain, on peut être, je vais dire, communiste. L'Union soviétique nous a montré ce que ça donnait. Et puis, on peut aussi aimer son pays et décider que la monarchie, c'est encore un système qui peut marcher à condition de la réinventer. Pour les réinventer, nous avons beaucoup réfléchi, surtout avec plusieurs princes, et un en particulier dont je parlerai tout à l'heure. Et ce régime, si vous voulez, serait basé sur un équilibre des pouvoirs. Voilà. Et cet équilibre des pouvoirs, c'est ce qu'Aristote disait tout simplement. Donc on revient sur un vieux passé, si on peut dire, mais si on crée un équilibre, normalement on crée une stabilité. Et quand on crée la stabilité, on peut
enfin se débrouiller pour que notre pays marche vraiment comme il faut. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un déséquilibre, et ce déséquilibre fait que ceux qui ont le pouvoir ne sont plus représentatifs de la vraie population, qui ne se déplace même plus pour aller voter. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et c'est pour ça que la monarchie, c'est vraiment une idée d'avenir. Pourquoi? Parce qu'il y aura quelque part un arbitre qui est au-dessus et qui permettra de faire en sorte que les institutions fonctionnent comme il faut. Et j'y reviendrai un peu plus tard. Je voudrais rebondir sur le terme légitimité. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas spécialement royaliste, mais je remarque une chose, c'est que la République est devenue une escroquerie. En tout cas, la Ve République est une escroquerie totale, puisque on nous parle de République, mais quand on analyse vraiment ce qu'est une République, en théorie, on n'y est pas du tout. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, et quelque part, si je dois résumer, on a un petit monarque, aujourd'hui, à l'Élysée, mais qui, lui, n'a aucune légitimité, ni de sang, ni d'histoire, ni de rien du tout. Donc déjà, ça veut dire que je ne suis pas un opposant virulent à la monarchie au sens large. Alors quand on parle de légitimité, aujourd'hui, effectivement, on a une crise de légitimité. Comme le dit monsieur, évidemment que les gens considèrent que ces politiciens ne sont plus légitimes. Alors, est-ce que c'est un problème de système? C'est ça la question. Parce qu'on cherche autre chose. Je pense que les mouvements royalistes, moi je ne les connais pas, je ne les fréquente pas, mais je suis certain qu'ils sont en train de multiplier leurs effectifs. Parce que les gens sont paumés. Ils s'aperçoivent que ça ne va pas. Donc je pense qu'ils cherchent autre chose. Donc ils cherchent à se rassurer avec quelque chose qui a marché effectivement pendant 1700 ou 1000, non, j'exagère, pendant 1300 ans. Donc c'est vrai que c'est assez rassurant. Et en plus, c'est vrai que c'est l'histoire de France, c'est les bases, c'est la chrétienté, enfin bref, c'est toute l'histoire, vraiment la vraie histoire de France, qu'on veut nous faire oublier d'ailleurs. Donc, légitimité, on va dire qu'on n'est pas mieux servi avec la République. Donc on ne peut même pas dire, si on est un opposant à la monarchie, de dire oui, on ne veut pas de petits rois qui décident de tout. Parce que là, je vais vous surprendre, mais ce qu'a dit Olivier est très vrai. On peut très bien imaginer un système où il y a effectivement un roi, une espèce d'arbitre, mais qui n'a pas tous les pouvoirs. C'est pour ça qu'on peut réinventer effectivement cette monarchie. Alors attention, là je vais passer pour un royaliste. Là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, malgré tout ça, malgré les éléments qui pourraient laisser penser qu'on pourrait revenir à la monarchie, je ne pense pas qu'on pourrait y revenir quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que la monarchie est couplée, était assise sur une chrétienté forte, un sentiment religieux fort, une France qui était croyante, pratiquante. Et depuis 100 ans, la République a commencé par ça, à casser la religion, et notamment la chrétienne, alors qu'ils sont très ouverts pour toutes les autres religions, enfin surtout l'islam. Donc, comme il n'y a plus ce support religieux, et comme la monarchie, qu'on le veuille ou non, c'est quand même basé justement sur une base religieuse, de légitimité, etc., je ne crois pas qu'on puisse revenir à une monarchie. Voilà, si je peux dire ça en introduction. Monsieur Lecomte, peut-être que vous voulez réagir à ce qu'a dit Walter. Forcément. Donc, alors moi, je ne le vois pas du tout comme ça, bien sûr. Moi, je pense qu'on va vers la monarchie, justement. Je vais vous expliquer pourquoi, en 2 mots. D'abord, parce qu'il y a un problème d'incarnation de la France aujourd'hui au sommet de l'État. Personne, même parmi tous les candidats qui se présentent, personne ne peut officiellement dire qu'il incarne la France. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand vous avez un chef de l'État qui est un monarque, dans le futur, hein, parce qu'on va parler du futur, je veux pas revenir à Louis XIV, hein, forcément. Bon, dans le futur, c'est quand même une personne qui va avoir cette espèce de bon sens, cette modération qui permettra de faire en sorte que les choses puissent se réguler. Je donne un exemple simple. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent se réunir ensemble ou chacun de leur côté, ça c'est pas un problème, pour décider d'une loi. Cette loi, si vous avez une personne qui est au-dessus, se rend compte qu'elle ne convient pas aux Français. Lui, il va peut-être pouvoir se permettre de leur demander leur avis. C'est-à-dire qu'à la limite, il la signe, ou il redemande une discussion, ou carrément il fait un référendum. Alors, il y a des pays, des tout petits pays dans lesquels ça se passe comme ça. Mais à réellement parler, le peuple n'est pas dessaisi de sa légitimité. La vraie question, c'est la légitimité. Et la légitimité du peuple,
c'est-à-dire de la légitimité démocratique, puisque le peuple, c'est la démocratie, la légitimité, je vais dire, de cette aristocratie qui aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont censés être les meilleurs pour diriger, qui aujourd'hui est une espèce de une plutocratie ou quelque chose de ce genre-là, hein, ou une oligarchie, comme on veut. Et puis, vous avez la troisième personne, la troisième, ce qui justement va créer cet équilibre, hein, c'est cette troisième personne. Pourquoi? Parce que quand vous en avez deux seulement, il y en a un qui finit toujours par prendre le pas sur l'autre. Quand c'est la démocratie qui devient plus importante, j'allais dire, c'est-à-dire le pouvoir dit du peuple qui devient très important, le peuple se choisit un dictateur et on se retrouve avec Pol Pot, Staline, Hitler, qui on veut. Et ça, c'est parce qu'ils sont tous arrivés, entre guillemets, si on peut dire, légitimement au pouvoir. Ils avaient une forme de légitimité du peuple. Après, vous avez cette espèce de plutocratie où c'est l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on se débrouille pour verrouiller les institutions et faire en sorte que ne puissent se présenter que les gens qui ont été choisis, qui se sont choisis entre eux, et finalement, on reste complètement dans l'entre-soi. Par contre, si vous avez une personne qui est à l'extérieur, c'est-à-dire la troisième personne, celui qui est peut-être le plus sage, lui, par contre, quand il va se rendre compte qu'il y a un déséquilibre, en mettant son poids dans la balance, il va recréer l'équilibre. Et tout ça, c'est le principe monarchique. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, monsieur Lecomte. Alors, tout le monde sait que je suis un fervent monarchiste, un ultra, mais je vais aussi tenir mon rôle d'animateur et de contradicteur, donc je vais me faire l'avocat du diable. Je ne réagirai pas surtout, parce que je vais laisser la parole après à Walter, mais vous avez parlé d'incarnation du pays dans la royauté. Alors, mon contre-argument sera le suivant, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a plein de pays où le chef de l'État incarne très bien son pays sans que ça passe par la royauté. Je vais prendre un exemple américain avec Trump, ou un exemple plus, je ne vais pas dire qu'il me plaît plus, mais disons plus proche de nos mœurs européennes, Poutine. Poutine incarne parfaitement la Russie, et jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas monarchiste ou tsariste. Donc en fait, ce que vous soulevez comme le problème de l'incarnation, est-ce qu'aujourd'hui, fondamentalement, avant tout, n'est-ce pas un problème d'homme plutôt que de système? Alors, moi, je vais le dire autrement. Poutine, quand il va laisser quelque chose, il a quand même le sentiment de le faire peut-être pour le peuple, mais aussi pour lui. C'est-à-dire que la règle du monarque, c'est son héritier. Il n'est toujours que de passage. Il n'a pas besoin d'avoir une espèce de maison gigantesque et ainsi de suite. Alors, c'est sûr, on a des très beaux châteaux et ainsi de suite. C'est vrai, et puis ça a bien existé. Mais aujourd'hui, ce qui fait la légitimité vraie, justement, du roi, c'est le fait qu'il transmet un héritage, mais il ne le transmet pas à un successeur lambda, il le transmet à sa propre progéniture. C'est-à-dire qu'il a toujours, il ne peut pas se permettre de faire un faux pas. Si Poutine fait un faux pas, quelqu'un d'autre prendra sa place, ça ne sera pas la même chose. Et là, justement, c'est la règle fondamentale. On ne peut pas laisser un pays dans le chaos, on ne peut pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée de continuité, et cette continuité fait en sorte que l'on fait toujours très attention quand on est un monarque. Alors, La... pardon, mais avant de passer la parole à Walter, depuis l'institution de la Ve République, on a eu nos nombreux présidents, De Gaulle, Pompidou, Giscard, enfin Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. À chaque fois qu'il y a eu une transmission de pouvoir, jamais le pays n'est tombé dans le chaos. Enfin, vous voyez, ça fait 70 ans que ça dure. Ah si, Ouais. ah si, le pays est dans le chaos. Non, non, Pourquoi? Parce qu'on a eu Giscard qui a commencé à trouver que la France était un petit pays minable, hein, c'était un pays à une moyenne puissance. Puis après, on a continué en refusant de prendre des mesures. Euh, on a continué à faire sombrer ce pays où il arrive aujourd'hui avec plusieurs sortes d'entrisme. Il y a, alors je vais en citer que deux parce que ceux-là, on les voit vraiment bien. Il y a l'entrisme des frères musulmans, et ça, il est dans beaucoup de cités. Et il y a un deuxième entrisme qui est celui des Américains avec leur mouvement woke, mais qui a quand même commencé avec le plan Marshall. Et au fur et à mesure du temps, tout ça, ça a évolué
pour un nouvel entrisme. Et cet entrisme-là met le pays dans le chaos. Alors, on va laisser la parole à Walter, mais voilà, juste pour en revenir à cette histoire d'incarnation, l'incarnation n'est pas forcément liée à un régime. C'est dans votre réponse, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Vous avez parlé de la transmission du pouvoir, alors que moi, ma question portait sur l'incarnation. Walter, est-ce que tu voudrais réagir aux deux interventions passionnantes et pertinentes de M. Lecomte? Alors, absolument. La description de ce qui se passe actuellement est parfaite et je crois que c'est positif. Beaucoup de gens commencent à comprendre ce qu'est le système de caste. J'en parle tous les jours, des gens qui sont dans l'entre-soi, qui se cooptent, qui sortent des mêmes clubs, des mêmes lobbies, des mêmes intérêts, etc. Donc, ils ont reformé finalement ce que les gens, peut-être de 1793, voulaient casser, c'est-à-dire les privilèges. Bon, il y avait une cour autour du roi, il y avait bon, des privilèges, et aujourd'hui, ce sont eux-mêmes, finalement, peu à peu, accordés ces privilèges de caste. Donc, c'est pour ça que je dis que la République actuelle, telle qu'elle a été dévoyée, telle qu'elle a évolué, est une escroquerie. Parce qu'on n'est pas si loin d'une monarchie, sauf qu'on a la légitimité en moins. Et je suis d'accord avec monsieur, et l'incarnation en moins. Puisque n'importe quel, excusez-moi, c'est mon mot favori, n'importe quel tocard, fabriqué par Bilderberg ou autre, peut arriver à être président. Bon. Donc on voit bien que l'incarnation, elle n'est plus là. Mais donc là, je suis d'accord avec Olivier. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on prenait un exemple. Vous avez pris un exemple, l'Assemblée nationale qui décide d'un truc, et hop, le fameux. D'ailleurs, il faudra qu'on parle après de qui, parce qu'il y en a beaucoup des prétendants, enfin, il y en a quelques-uns. Imaginons donc le roi qui serait réinstauré, il dirait ah, il a forcément un bon sens inné, et lui, il va comprendre que c'est pas bien, et donc il va lancer un référendum. Mais il n'y a pas besoin d'être un roi pour ça. N'importe quel président, même dans le système actuel, avant qu'il soit modernisé par EGL citoyen, avant qu'il soit modernisé, aujourd'hui, le président peut le faire. Article 11 ou 8, je ne sais plus lequel. Donc, il peut avoir aussi ce bon sens. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas roi qu'il ne peut pas avoir aussi ce bon sens. Sauf que là, le bon sens, il ne l'a plus, puisqu'il est dans un système, aujourd'hui, le président en roue libre. Donc, il est tranquille, il a l'Assemblée nationale pour lui, le Conseil constitutionnel qui est vendu. Bref, on ne va pas parler de ça, ce n'est pas le sujet. Mais donc, ça, ce n'est pas un argument, parce que on n'a pas besoin d'être né roi ou de descendance très lointaine, et encore, il faut la prouver avec plein de signes, on va dire, de royauté, pour avoir du bon sens. Moi, juste pour finir là-dessus, j'ai fait un petit audio il n'y a pas longtemps, j'ai dit arrêtez d'attendre un homme providentiel, parce que d'abord, il n'y en a plus, je crois même qu'il n'y en a jamais eu. Ce qui crée l'homme providentiel, c'est les événements. Le général de Gaulle, sans la Deuxième Guerre mondiale, ne serait resté qu'un colonel voilà, anonyme. Donc, il n'y en a plus. Il n'y a plus de probité, il n'y a plus d'honnêteté, donc arrêtez d'attendre quelqu'un comme ça. Pensez simplement à un homme qui aime son pays, et j'employais effectivement ce que vous dites, mais c'est très subjectif, qui a l'honnêteté et le bon sens populaire. Voilà. Donc, et pour avoir cette espèce de personne lambda, il n'y a pas besoin d'aller chercher génétiquement parlant est-ce qu'il descend d'un tel ou d'un tel. Donc là, ce n'est pas forcément un point fort de la monarchie. Ce qui est un point fort, c'est l'échec de la République, si je devrais être un peu l'avocat de la monarchie. C'est de montrer à quel point ça a été une escroquerie. Alors, très bien, donc pareil, contre-argument, c'est pas forcément ce que je pense, hein, mais c'est pour te rendre l'appareil et te tendre le bâton, si je puis dire. Pas forcément pour te battre, mais pour que tu le prennes, pour voir ce que tu vas en faire. Mais par rapport à tout ce que tu dis, et pour aller dans le sens de M. Lecomte cette fois-ci, ou dans le sens de la royauté, est-ce que tu ne penses pas, Walter, que la République, d'une manière générale, et la démocratie, c'est le nivellement par le bas et la promotion des médiocres? Parce qu'il y a une phrase terrible qu'avait dite Mitterrand, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est historique. Mitterrand avait dit après moi, Chirac sera élu, et si Chirac est élu, bah, tout le monde pourra être élu. Donc c'est quand même une phrase assassine dans l'endroit de Chirac. Bon, on l'a bien vu, c'est-à-dire que Chirac, à l'époque, tout le monde le considérait comme nul. Bon, bien évidemment, quand il est décédé, tout le monde on a oublié tout ce qui, les 12 ans catastrophiques, mais on a eu Chirac qui était nul. Après Chirac, on a eu un autre président, Sarkozy, Sarkozy, oui. Après Sarkozy, on a eu Hollande, donc on descend encore un peu plus. Après Hollande, on a eu Macron. Donc en fait, Walter, dans ta position, est-ce que tu ne penses pas que la rénovation de la République que tu appelles de tes voeux, et en fait, c'est même pas rénovation, tu emploies le terme de moderniser, de modernité. Est-ce que tu ne penses pas que le problème intrinsèque de la République, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nivellement par le bas, promotion des médiocres, et fondamentalement, on en arrive toujours avec la République et la démocratie à ce qu'avaient déjà dénoncé les Grecs en leur temps, la plutocratie. Alors, je vais te répondre, et en fait, ce que tu dis est vrai, mais il y a des explications, ça ne tombe pas du ciel.
ce n'est pas forcément le nivellement par le bas. Bon, je crois. Depuis 20 ans, 25 ans, peut-être même 30 ans, ces chefs d'État ne sont que des pantins. Par définition, un pantin est quelqu'un qui est manipulé, manipulable, qui n'a ni morale, ni colonne vertébrale, on voit par exemple celui qui est actuellement, ni attachement à sa nation, ni rien. Il est corruptible et on peut le manipuler. Donc, peu à peu, on a des gens de moindre qualité, mais pire encore, il y a un réflexe chez les énarques, ils ne sont pas tous énarques, mais enfin en majorité, c'est de s'entourer de moins bons que Charles Gave l'a très bien expliqué. Donc, au fur et à mesure, on a des mauvais qui s'entourent de plus en plus mauvais et ainsi de suite. Alors, moi, je vais te répondre. La solution de la modernisation de la République de JL, par exemple, juste une petite parenthèse, c'est un changement de système qui est à la fois très léger et très profond, qui mettrait en avant un mouvement vraiment hors système, qui viendrait d'en bas avec aucune des personnes qui a participé à ce système corrompu depuis 40 ans. Des gens neufs qui ne pourraient pas être manipulables. Donc, ça serait des gens qui seraient peut-être moins, soi-disant, brillants dans les salons, mais parlons du président, mais ils seraient tellement contrôlés par le système qu'à la rigueur, l'homme importe presque peu, si j'ose dire. Mais ça, je ne veux pas rentrer dans le débat, ce n'est pas le sujet. Donc, l'histoire de ce que tu dis, nivellement par le bas, bien sûr, mais ça, tu parles du socialisme, etc. C'est très large. Il n'y a pas que pour les politiciens. C'est nivellement par le bas partout. Dans l'éducation nationale, c'est dramatique. Mais donc, pour revenir sur le truc, toi, tu penses que c'est un problème d'homme, si j'ai bien compris. Moi, je pense que c'est encore un problème de système et qu'on peut rattraper les choses sans rêver d'un système qui ne reviendra pas parce que ce n'est pas dans l'air du temps. Alors, là, avant de repasser la parole à Olivier Lecomte, justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La République, ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de système. Dans ton intervention, Walter, tu as dit quelque chose de très important, et peut-être qu'Olivier Lecomte abondera dans mon sens ou pas. Tu as dit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les chefs d'État, ils sont corruptibles. Mais pourquoi ils sont corruptibles? Parce qu'ils ont besoin d'être élus. Donc, à partir du moment où il y a l'élection, forcément l'élection, et là on le sait depuis 2000 ans dans les tragédies grecques et toute la littérature antique nous le montre très bien, qui dit élection dit forcément corruption, tu l'as dit toi-même, dit forcément démagogie, parce que toi tu vas proposer le SMIC à 2000 euros, l'autre il va le proposer à 3000 euros, et puis tu as quelqu'un comme Noël Mamère qui va dire bon, on ne travaille pas un an tous les 7 ans, enfin il avait dit une phrase comme ça, donc j'en reviens à mon idée, le point faible de la République, ce ne sont pas les hommes, c'est la nature intrinsèque du système. Parce qu'à partir du moment où le chef d'État il a besoin des votes pour se faire élire ou se faire réélire, aujourd'hui on sait très bien par exemple qu'il y a des réformes à faire sur les retraites, personne ne va avoir le courage de mettre en place ces réformes, parce que s'il met en place ces réformes, sur le court terme c'est un choc, mais personne n'est prêt à assumer ce choc frontal du peuple pour la simple et bonne raison qu'à la prochaine élection, il ne sera pas réélu. Donc en fait, dans ton système, tu parles d'un contrôle. Alors il faudrait voir qui contrôle, comment, enfin moi ça me pose des vraies questions, mais surtout tant qu'on ne supprime pas le cœur du système, qui est l'élection présidentielle au suffrage universel, on retombera toujours dans la démagogie, dans la corruption, et surtout, dernier point, et je te laisse parler, et après Olivier Lecomte répondra, une élection tous les 5 ans ou 7 ans, ce n'est pas sérieux, parce qu'on ne peut pas mener une politique sur le très long terme. Voilà. Mais bon, voilà, c'est vraiment. Restons sur la question de l'élection qui favorise la corruption et l'émergence de démagogues. Alors, premièrement, effectivement, moi, dans le programme, on va dire, je repasserai au septennat. C'est la moindre des choses, 5 ans, on ne peut rien faire. Mais sans rentrer dans le détail technique, ce que tu dis est vrai, mais le problème, c'est qu'on a passé un nouveau stade aujourd'hui. Aujourd'hui, si on croit encore que l'élection de 2022 va se passer normalement, on est naïf. En vérité, on prépare tous les mouvements citoyens, on essaie d'avoir des idées, chacun, alors il y en a qui vont trop loin, le rite, le référendum, à tout va. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Hein. Je veux dire, je suis un peu raisonnable comme toi, c'est-à-dire que je ne crois pas, moi, à ce qu'on appelle le peuple, par le peuple, pour le peuple, etc. Ça tombe toujours sur des trucs qui sont ingérables, infinançables et démagos. Donc, je suis un peu d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que, ce n'est pas le sujet, mais aujourd'hui, je pense que les lucides, ils savent très bien ce qui se trame, et ils savent très bien que s'il n'y a pas quelque chose de complètement imprévu, je dirais à la fois un réveil citoyen et un réveil des serviteurs de la nation, que j'attends toujours, moi, hein, je parle de l'armée, tout simplement, une fois qu'ils auront compris que le coup d'État a déjà eu lieu depuis 2017, s'il n'y a pas quelque chose comme ça, l'élection 2022, elle est déjà écrite. Il n'a pas besoin de faire de la démagogie. Hein. Je te rappelle que depuis le premier jour, il est arrogant. Il nous insulte. Pourquoi il le fait? Parce qu'il ne craint pas le peuple, il craint ses commanditaires. Donc, il sait très bien qu'il est protégé.
que tant qu'il assume sa mission de destruction de A à Z de notre pays, il est tranquille et il sera réélu. Le seul truc qui peut se passer, c'est qu'il y ait vraiment une réaction un peu populaire de rejet, où ça sera trop dur de truquer l'élection parce qu'il y aura trop d'écart. Et là, ils feront venir le remplaçant déjà prévu depuis longtemps, Édouard Philippe de Bilderberg, qu'ils ont exfiltré en juillet 2020 pour pas qu'il soit trop mouillé par la crise de la Covid, et qui font revenir comme par hasard, oui, oui, non, je vais le soutenir, mais s'il y a une défection de Macron, si le système décide que Macron ne pourra pas accomplir sa mission en deuxième septennat, Édouard Philippe reviendra. C'est-à-dire que moi, je crois, je me bats tous les jours, mais en sachant au fond que l'élection, c'est pas par ça qu'on va s'en sortir. Maintenant, si on élargit le débat et on imagine un monde normal, tu as raison. Bien sûr que l'élection, dans un monde normal, je dis, c'est qu'on en est loin, bien sûr qu'elle pousse, qu'on le veuille ou non, les chefs d'État à être des magots, à pas trop toucher les... C'est pour ça que depuis 40 ans, notre pays coule, parce qu'il y avait des choses à faire depuis longtemps, mais qu'ils n'ont pas voulu faire pour pas avoir peur de telle communauté, tel machin, telle pression, tel syndicat. Et finalement, ils n'ont rien fait. Et maintenant, le problème, c'est une montagne, alors que c'était au départ une colline. Alors, est-ce que c'est un problème de système? Est-ce qu'un roi aurait, parce qu'on parlait tout à l'heure, Olivier parlait d'équilibre, est-ce qu'un roi aurait eu la poigne de prendre des mesures hyper impopulaires parce qu'elles sont nécessaires? J'en sais rien, moi. Il n'y a aucune garantie là-dessus. Même s'il n'y a pas d'élection. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'un roi aurait pris des mesures super impopulaires, tant financières que même sociétales? Alors, Olivier Lecomte, est-ce que vous pouvez répondre à cette question avant de réagir Oui, sur oui, 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 parce que moi je pense que le côté mesure populaire ou impopulaire, la sécurité c'est toujours populaire, parce que la sécurité ça vous donne de la liberté. Bien sûr. Il y a un certain nombre de choses qui sont populaires et puis il y a des choses qui ne passent pas. Les retraites, par exemple. Je connais cet exemple. Alors les retraites, après, pourquoi le gouvernement se met au milieu? Pourquoi pas tout simplement demander aux employeurs et aux salariés de se mettre d'accord? Ça peut aussi être une solution. Mais Et le gouvernement pourrait très bien sortir du jeu, parce que pourquoi est-il dans le jeu? Sinon, chaque fois qu'il est dans le jeu, ça oblige à financer quelque chose. Pardon de vous couper, est-ce que vous pouvez répondre à la dernière objection en forme de question de Walter? Vous qui êtes royaliste, délégué de l'Alliance royale, on le rappelle, quelle garantie avez-vous à présenter, à mettre en avant à Walter, qui est plutôt sceptique, sur la capacité du roi, à contexte égal, c'est-à-dire crise économique, crise sanitaire, de prendre les bonnes mesures? Quelles sont les garanties que vous pouvez lui vendre ou lui proposer Les garanties, elles sont simples. C'est le bon sens du père de famille. C'est l'histoire de la patrie. Parce que vous disiez les patriotes, vous parliez patriote républicain, je suis désolé, on peut être patriote et royaliste. Bien au contraire, le royaliste est patriote par définition. J'ai jamais dit le contraire. Hein. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ça. Et ensuite, la garantie, mais la garantie, c'est l'amour du peuple, l'amour de la France, l'amour des Français. Aujourd'hui, on a une partie du monde politique et des militants qui vont avec, qui haïssent la France. Et vous voyez très bien de qui je veux parler. Et puis, il y en a qui n'en ont rien à faire. Eux, ils préfèrent carrément, on va dire, le mondialisme, enfin un certain nombre de choses comme ça. Et puis après, vous avez un autre bord qui aime la France, qui aime les Français. Eh bien, un royaliste, il est de ce côté-là. Ça, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'il aime la grandeur de son pays, il aime sa culture, il aime ses mœurs et son patrimoine, etc. C'est-à-dire que le vrai choix aujourd'hui, c'est le choix entre ceux qui aiment la France et ceux finalement qui n'ont rien à faire ou qui la détestent. Mais le problème, Olivier Lecomte, vous avez l'illustration ce soir, c'est que Walter Boujna aime la France, vous aimez la France. Le souci, c'est que tous ceux qui aiment la France ne sont pas forcément royalistes, ni même démocrates ou républicains. C'est-à-dire que le clivage que vous dressez, je ne sais pas s'il est pertinent, mais admettons qu'il soit pertinent. Comme le dit Jésus dans l'Évangile, toute maison divisée par elle-même ne peut se maintenir, ne peut résister aux tempêtes. On voit bien que le camp patriote est divisé en multiples partis, groupes, groupuscules, et à côté de ça, à gauche ou à droite, peu importe, il y a également les royalistes qui sont divisés. Donc comment réussir en sachant que, les patriotes sont divisés, et dans les patriotes, on va dire, il y a deux grandes tendances, les républicains démocrates et les autres, mais et les royalistes, et en fait, dans ces deux tendances, il y a également des divisions. Comment vous résumez, ou comment vous
vous répondez à cette double équation? Alors, je vais vous répondre par le côté opportunité. Vous savez, les royalistes, c'est quelque chose d'assez simple. Si vous avez un prince qui se lève, ils auront envie d'être derrière lui. Parce que finalement, dans leur fort intérieur, ils se battent plus pour une vision de l'avenir de la France, pour un individu à réellement parler. Et par contre, la légitimité de cet individu va être par sa capacité d'incarner la France. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire autrement que de prendre un membre je vais dire aujourd'hui, un descendant d'Henri IV, pour parler largement, puisque de toute façon, nous, à l'Alliance royale, on n'a pas de préférence, puisqu'on est à dynastie. On n'est pas pour les uns plus que pour les autres. Par contre, ça ne nous dérangera pas d'aller voir un prince, et puis je peux même carrément le dire, Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, aujourd'hui, nous allons lui demander de se présenter. Alors, ça va choquer quelques royalistes, mais nous allons lui demander de se présenter pour être à la tête de l'État. Pourquoi? Parce que toutes les droites, et même au-delà, il doit pouvoir les réunir, parce que c'est un homme de bon sens. Alors, mais ce n'est pas du tout dans le système plutôt que Jean ou plutôt que Louis. On n'est pas dans la logique de mettre un roi en place maintenant. On est dans la logique de dire, mais il y a une idée royale, peut-être qu'on pourrait y penser, et pour y penser, on va déjà avoir un prince qui va représenter ce pays, c'est-à-dire qui va représenter les gens qui aiment la France et les gens qui aiment les Français. Alors, on va reprendre, voilà, c'est ça le principe. On va reprendre votre postulat de base et on va poser la question à Walter qui est là. Si demain un prince descendant d'Henri IV lève le drapeau blanc ou le drapeau fleur-de-lysée pour aller à la conquête de l'Élysée, ou le drapeau tricolore, c'est pas un problème. Oui, j'allais dire, à partir du moment où il se lève, comme il incarne la France, c'est pas très important parce que je vais vous dire sincèrement, quel est le drapeau qu'il y avait avant? C'était le drapeau bleu avec la croix blanche. C'était juste une figure. Une bonne question, celui de Saint-Michel. C'était juste une figure de style, hein, vous l'avez bien compris. Alors, non, Walter, quelle que soit la couleur du drapeau, si un descendant, on ne va pas se battre sur le drapeau, ce n'était pas le sujet, mais si un descendant d'Henri IV se lève et part à la conquête de l'élection présidentielle, est-ce que tu vas dans le sens d'Olivier Lecomte pour dire, bah, effectivement, moi-même, Walter Boujna, je vais me mettre au service de ce prince descendant d'Henri IV parce qu'il a du bon sens, parce qu'il aime la France, parce qu'il aime le peuple. Est-ce que tu te rallieras à son panache blanc? Alors, je vais commencer par une petite plaisanterie. J'ai rencontré Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, j'ai passé une après-midi avec lui, dans le cadre d'une réunion. Alors, je confirme, hein, mon jugement est rapide, je confirme que c'est un homme de bon sens qui aime la France profondément et qui a une certaine classe. C'est important la classe, hein, au sens large. Bon. Donc maintenant, la question, pour sortir de là, la question, est-ce que je suivrai? Je suivrai, ça dépendra de l'idée. Alors, l'idée qu'il a de la France, je crois qu'on aurait la même. Autour des valeurs, on va s'occuper un petit peu de restaurer tout ce qui a été détruit. Là-dessus, on est d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi des idées concrètes, des mesures, séparation du pouvoir, la justice, bon, l'immigration bien sûr, la sécurité, le social. Il faut voir son projet. Je ne peux pas me dire je vais suivre un homme parce qu'il est descendant d'Henri IV. Moi, ça me dépasse. Je ne pourrais pas faire ça. Par contre, s'il y a un bon projet, si maintenant on met en place, imaginons une mécanique, à la rigueur, je vais vous dire, sans plaisanter, le système EGL pourrait être reformaté en monarchie. Quand j'y pense, hein, avec le mandat impératif, ça pourrait bien coller ensemble. Bon, donc moi, je ne suis pas contre. Tu m'as présenté comme un anti. Je ne suis pas du tout anti-royaliste, puisque j'ai dit depuis le début que la République est une escroquerie. Donc, à un moment donné, autant avoir un système qui ressemble à ça, mais avec des gens légitimes. Donc, moi, je ne suis pas contre. Mais ce que je dis, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, je suis désolé, je ne pense pas que ça soit dans l'air du temps. Et puis en plus, il n'y a pas ce socle chrétien qui a été détruit par la République aussi. Il n'y a plus ce socle chrétien. On voit bien les églises. Moi, je vais vous dire, ma mère est catholique, mon père était juif. Voilà. Donc moi, je suis un mélange. Donc j'ai vécu égal à égal dans ma famille catholique, si j'ose dire, dans ma famille juive. Donc j'ai vu les deux côtés. Mais au-delà de ça, j'ai une grande église en face de moi. Il y en a partout en France qui sont désertés parce que ces républicains ont réussi à ringardiser la religion, à éloigner la France du Christ, oui ou non? Oui. Donc aujourd'hui, pour faire revenir tout ça, et dont la finalité serait peut-être de revenir à un système un peu plus qui ressemble à la France, mais il faut du chemin.
ça ne peut pas se faire en un an, là, en 6 mois. Alors, on a bien compris. On a bien compris. Merci, Walter. Monsieur Lecomte, est-ce que vous pourrez répondre à cet argument? C'est-à-dire que par le passé, la royauté s'appuyait sur une assise chrétienne et sur une église forte. Aujourd'hui, l'église en France est de plus en plus faible, elle est décriée, affaire de mœurs, perte des vocations, etc. Et surtout, il y a un sondage qui est paru il y a 3 semaines, plus d'un Français sur deux ne croit pas en Dieu. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la France ne soit plus chrétienne, ne soit plus catholique, est-ce que ce n'est pas un vrai contre-argument à la possibilité d'une restauration monarchique à court terme? Alors, je vais dire, c'est sûr que ça peut en soi poser un problème, mais pas tant que ça. Parce que, bon, d'abord, on est un pays particulier, hein. Il y a quand même 30 monarques qui ont été excommuniés en France, hein. Si on les met bout à bout et qu'on compte, ça fait quand même pas mal. Donc, l'Église, le roi, il est d'un côté, l'Église est de l'autre. D'ailleurs, le mot laïque, c'est l'Église qui l'a inventé. Donc, la laïcité, c'est finalement une notion très chrétienne en soi. Bon. Ensuite, est-ce que l'on va restaurer l'Église? C'est pas le propos. Par contre, qu'un roi reçoive le sacramentel, oui, parce que ça donne une solennité, ça lui donne aussi une légitimité qui est très importante et qui permettra peut-être à un certain nombre de Français de se reposer des questions. Voilà. Donc ça, sous cet angle-là, c'est une forme de réponse aussi. Ensuite, moi, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est quand même, parce qu'il faut quand même que j'en parle, il a été écrit un manifeste pour la France. Il a été coécrit entre Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme et moi, pour dire les choses très clairement. Et dans ce manifeste pour la France, il y a 3 parties. Une partie qui traite de nos racines, qui est très courte. Une partie qui traite des valeurs philosophiques de la France, c'est-à-dire les vraies valeurs de la France. Et ensuite, il y a une partie où l'on donne des solutions. Alors, on en donne quelques-unes, mais de toute façon, il y a un vrai programme bien réfléchi qui est prêt, mais qui est prêt s'il y en a besoin. Mais à réellement parler, oui, il y a un vrai programme. Vous pouvez me poser la question sur un des problèmes qu'on rencontre actuellement. Je pourrais vous mettre la trame d'une réponse dessus, sans aucun problème. Avec grand plaisir, ça m'intéresse de voir ce programme. Voilà. Et ça, je vais vous le ferai parvenir. Pour en venir à votre propos, Olivier Lecomte, donc pour vous, le fait que les Français soient de moins en moins chrétiens n'est pas un problème dans le cadre d'une restauration politique de la royauté. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous alliez demander au prince Bourbon-Parme de se porter candidat. Mais admettons qu'il ne veuille pas. Qu'est-ce que vous allez faire? S'il y a suffisamment de gens qui lui demandent, il va le faire. Il va le faire. Après, il faut qu'il y ait quand même un embryon de mouvement à la base. Mais de toute façon, je vais lui demander parce que demain, sur le site de l'Alliance royale, nous allons commencer à mobiliser les gens pour qu'il y ait une personne qui incarne la France, qui l'incarne totalement, qui puisse se présenter. Voilà. Parce que tous les autres, finalement, si vous réfléchissez, c'est tous des gens qui sont en CDD. L'avantage d'un Bourbon, c'est que lui, par définition, il est en CDI. Donc, il sait où il met les pieds. Voilà. Et puis, ça évite aussi cette histoire de personnes qui déconstruisent ce qu'a fait le précédent. Tout simplement l'exemple. Je vais prendre 2 exemples qui sont strictement identiques pour bien montrer que ce n'est pas une histoire de droite ou de gauche. Jacques Chirac fait un référendum, bien sûr. Sarkozy le fait voter autrement par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, c'est-à-dire qu'il trahit les Français. Mais il y en a un deuxième qui l'a trahi de la même manière. Notre-Dame-des-Landes, on a fait un référendum régional où les gens de la région de Nantes ont demandé qu'il y ait l'aéroport. Et celui qui a suivi, quelques mois après, un traître aussi, M. Macron, a détruit ce référendum. Je veux dire, c'est des traîtres au peuple. Ce n'est pas des traîtres à la France, à la nation. C'est de la traîtrise par rapport au peuple. C'est-à-dire que ces gens-là estiment que le peuple n'a pas son mot à dire.
Le peuple est sans voix aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas difficile à voir. Je me suis promené dans les rues, il y avait plein de gens bâillonnés pendant quelques mois. Donc on voit bien à quoi on en est réduit aujourd'hui. Walter? Oui, bah, tout ce que dit Olivier là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Je répète que je voudrais bien, avec plaisir d'ailleurs, voir votre programme. Pour le reste, moi je persiste à dire que c'est quand même un problème. Mais, parce que quand vous parlez de sacrement, vous dites que ça donnerait une légitimité. Mais justement, Non, je dis recevoir le sacramentel. oui, mais ça donnerait une légitimité réduite, vu le petit socle aujourd'hui de croyants, quoi. Mais bon, c'est un détail. Mais Il y a de c'est un vrai légitimité. argument. Non, mais attendez, pour l'instant, je suis dans. Là, quand j'ai parlé pour Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, on ne parle pas de mettre un roi en place. Pour l'instant, on parle Oui, normal. de l'élection de l'année prochaine. Oui, alors justement. Confondons pas tout. On n'est pas. Bon. Et après, la question peut se poser de une personne qui reçoive le sacramentel. Mais entre-temps, il va falloir aussi changer les institutions, etc. C'est les Français qui vont le faire. Alors justement, c'est très intéressant parce que c'est un scénario que je n'avais pas envisagé. Imaginons, vous présentez Charles-Emmanuel de Bourbon. OK. Il vient avec un programme classique. C'est-à-dire que dans cette. Non, mais classique, attendez. Donc, quand je dis classique, c'est qu'il vient avec un programme, il ne dit pas je suis le roi, laissez-moi passer. Bon. Donc, il va dans une élection. OK. Donc, il respecte les règles actuelles de la République. Mais avec quand même une espèce de petite idée derrière qu'il commencera un petit peu à en parler, peut-être, en disant que peut-être qu'il y aura un changement de régime si les Français le veulent, bien évidemment. C'est ça que vous proposerez, si j'ai bien compris. Une fois qu'il sera élu. Je pense qu'on va pas le proposer comme ça. On va voir comment les Français vont vivre les choses. Et par rapport à ça, on souhaite qu'il se pose la question de l'idée royale. Voilà. Et les choses après peuvent venir naturellement. OK. Mais en fait, la question, c'est l'idée royale. Et quand vous dites ça, en fait, il y a quelque chose d'un peu dérangeant, Olivier Lecomte, quand vous dites ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous espérez restaurer la royauté par la démocratie. Mais fondamentalement, ça ne s'est jamais passé comme ça dans l'histoire de France. Alors oui, il y avait des acclamations, il y avait le vote, il y avait l'acclamation des grands, du peuple à Reims, etc. Mais c'était quand même des très petits comités. Donc, je trouve que c'est quand même paradoxal d'en appeler à un peuple qui aujourd'hui, qui est inconscient, atomisé, qui n'a plus du tout conscience des enjeux, qui est complètement, disons-le clairement, largué sur le plan politique, vous allez sortir de votre, je caricature volontiers mon propos, hein, mais l'idéal n'est pas loin donc, quand même malgré tout, vous allez sortir du chapeau quelqu'un qui est descendant d'Henri IV, qui est totalement inconnu, il va falloir créer un parti ou un mouvement, il va falloir faire connaître votre manifeste. Je suis à peu près certain que la grande majorité des mouvements royalistes ou des royalistes va critiquer cette initiative, comme Bertrand Renouvin ou Yves-Marie Adeline avaient été critiqués en leur temps. Moi, votre projet, il me paraît vraiment, enfin, pardon, mais très mal embarqué et surtout très utopique, parce que avant de vouloir reconquérir la France, il faut déjà faire l'unanimité dans la famille, donc dans la famille royale ou royaliste, et demain, je ne suis pas du tout persuadé que ce prince de Bourbon-Parme puisse faire l'unanimité dans le camp de la monarchie, à la fois par rapport à sa personne et également, ce qui est aussi intéressant, dans les aspects de forme, on va dire, programmatique ou de tactique, par rapport au mode de conquête de l'État que vous avez choisi. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais un prince de la Maison de France ne doit pas se présenter à l'élection présidentielle. Un prince de la Maison de France ne doit pas se jeter dans la mêlée plutocratique. Et ça, vous allez l'entendre tout ça. Dès demain. On en a conscience. On en a parfaitement conscience. Un certain nombre de gens vont le penser. Mais ces personnes-là, s'ils ont un vrai champion, ça va quand même être difficile pour eux d'aller contre l'avis de leur champion. Mais en fait, encore une fois, vous faites une tautologie, parce que vous dites que s'il est le champion, les gens vont le reconnaître. Mais pour qu'il soit champion, il faut déjà que les gens l'admettent comme champion. Je ne parle pas de ça. Je parle de... Il y a des gens qui sont pour un prétendant ou un héritier du trône de France. L'héritier et prétendant du trône de France sont des proches
de Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme. Ils sont même très proches tous les deux. Il faut regarder un peu la généalogie et puis il faut regarder aussi ce qui se passe. Et vous comprendrez qu'ils sont proches tous les deux. Après, chacun fait les choses comme il l'entend. Mais à réellement parler, aujourd'hui, la France est dans un tel état que actuellement, dans tous les cas de figure, on nous remet Macron pour 5 ans, et Macron pour 5 ans, c'est la mort définitive. Ou en tout cas, on ne sera pas loin de la mort définitive. Donc aujourd'hui, il y a un sursaut à avoir, et la seule personne qui peut montrer une légitimité pour ce sursaut, c'est un descendant d'Henri IV. Alors, si ce que vous dites est vrai, pour quelle raison les anciens descendants, enfin depuis 50 ou 100 ans, n'ont pas agi en fait? Parce que dans mon introduction tout à l'heure, j'expliquais bien que d'un point de vue de l'imaginaire collectif, culturel, sentimental, la très grande majorité des symboles est d'inspiration catholique et royaliste. Pourtant, sur le plan politique, les royalistes ne représentent rien. Ce n'est pas la tentative de Bertrand Renouvin en 1974, je crois, ou d'Yves Marie Adeline en 2017, ces tentatives-là qui ont changé quelque chose. Donc, moi, je suis désolé, mais je redis ce que je dis de manière un peu différente. Espérer la conquête de l'État républicain par la royauté en faisant appel à un peuple qui n'a aucune conscience politique, qui n'a plus du tout de conscience ni politique, ni ethnique, ni sociale, enfin, franchement, alors peut-être que cet homme est ultra doué, et tant mieux pour vous et pour la cause que vous défendez, pour la Non, France. tant mieux pour la France, monsieur. Mais honnêtement, j'en doute. Walter, je te vois opiner. Non, je suis en train, pendant que vous parlez, je suis en train de réfléchir et je vais me poser la question en tant qu'analyste politique inconnu, est-ce que la personne que j'ai rencontrée a ce qu'il faut, au-delà de la légitimité qui est quelque chose de très abstrait, a les armes, il faut parler comme ça, a les armes aujourd'hui pour tenir un débat, pour rentrer dans l'arène, pour avoir en face de lui des retors, des menteurs, des traîtres, bref. Est-ce qu'il a le vice? Vous savez, c'est comme en sport. Des fois, on gagne par le talent, mais souvent, on gagne aussi par le vice. C'est ce qui se fait dans la République. Moi, je peux vous dire, analyse rapide, psychologique, il est beaucoup trop sain, beaucoup trop droit pour pouvoir tirer son épingle du jeu dans des débats ou des joutes avec les gens qu'il y a en face. C'est juste un petit avis de coach, si je peux dire. Après, on n'est pas obligé d'être dans la politique spectacle. Non, je n'ai pas dit que c'était bien, j'ai dit que c'était le système actuel. Mais moi, je le regrette aussi. En fait, la question que pose Walter, elle est vraie. Quand demain, il se retrouvera face à des hyènes médiatiques comme Apolline de Malherbe, pour ne pas la citer, qui est insupportable. Moi, le matin, quand je mets RMC, j'entends sa voix, je change, je mets radio classique. Voilà, un peu de publicité gratuite. Mais quand demain, le prince sera face à Apolline de Malherbe, à l'autre excité, qui a été très, très... Pourtant, Éric Zemmour n'est pas ma tasse de thé, pour plein de raisons. Mais quand on voit l'attitude de Laurent Ruquier avec Éric Zemmour, c'est honteux. Est-ce que vous pensez vraiment que le prince a les armes? Parce que ça, c'est une vraie question. Là, on ne parle pas de drapeau blanc ou de fleur de lys ou de sac-farins. Là, c'est demain. C'est-à-dire que si demain, votre prince, il est candidat, il va devoir les affronter. Et ce n'est pas par Zoom ou par Skype à distance. Il sera sur un plateau, à 1 mètre, droit dans les yeux. Il va se faire invectiver, il va se faire moquer. Enfin, moi, ce qui me dérange beaucoup dans tout ça, c'est que ce soit chez les Orléans, pour faire très simple, et chez les légitimistes, là aussi je schématise, c'est que j'ai l'impression que cette notion de combat, elle est vraiment abandonnée chez les royalistes. C'est-à-dire qu'on se contente juste de dire « je suis ». Mais en fait, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que Saint-Louis, enfant, il a dû affronter les barons. Louis XIV, il s'est retrouvé face à la Fronde. Et la Fronde, c'est quand même beaucoup plus dur que beaucoup d'événements politiques. Et on pourrait multiplier des exemples comme ça. Louis XIII, il a fait tuer le conseiller de sa maman. Donc, Maréchal d'Ancre, oui. Oui, enfin, Consigny, je pensais à Consigny, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, et là, Walter, il pose une très bonne question, est-ce que votre prince, il a le feu sacré en lui? Est-ce qu'il est prêt à revêtir l'armure du chevalier pour pourfendre tous les journalistes
qui vont, mais enfin, je pense que ce qu'on a vu chez Ruquier face à Éric Zemmour, ça va être pareil, mais puissance 10. Ouais. Avec de l'ironie en plus, ça sera dégueulasse à voir. J'imagine très bien l'émission avec un petit pincement comme ça. Ah, les rois. C'est pour ça qu'il faut être très solide. Hein. C'est pour ça que je vais dire, il y a deux points là-dessus. On n'est pas obligé d'aller dans toutes les émissions. C'est le premier point. Il y a peut-être des gens qu'on peut très bien éviter. Pourquoi on irait spécialement chez l'un ou chez l'autre? Et puis le deuxième point, c'est un vrai chevalier. Ok. Bon, parce que, juste une parenthèse, je ne sais pas si vous l'avez vu, Monsieur Lecomte, Walter, je crois qu'on avait parlé, mais si je me trompe, tu me corriges, mais quand on a vu le débat de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron au deuxième, enfin, le débat de l'entre-deux tours de 2017, tous les frontistes, tous les marinistes, les plus convaincus, à ce moment-là, ils ont su qu'ils ne gagneraient jamais, parce que Marine Le Pen, dans l'esprit des gens, est restée ce qu'elle était, c'est-à-dire une héritière. Alors, on est royaliste, enfin, vous et moi on l'est, Walter ne l'est pas, mais elle restait une héritière dans le mauvais sens du terme, et elle restait en fait une femme, une poissonnière du marché qui crie, qui éructe, qui ne connaît pas ses dossiers. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une époque de l'image, avec Internet, les réseaux sociaux. Lorsque demain, si demain le prince monte un comité de soutien de conseil, je veux bien lui donner quelques conseils. Et un des conseils que je donnerai, c'est bien évidemment refuser certaines émissions de télévision, comme par exemple le TPMP, qui n'est pas une émission politique. Parce que là, si le prince il va chez Hanouna avec tous les chroniqueurs malades mentaux dégénérés, ça va être il va perdre son temps et ça va te faire perdre du temps à la cause et ça va être une véritable catastrophe. Mais ceci étant dit, je pense qu'aujourd'hui, le travail que nous, on doit avoir, qu'on doit mettre en place, nos royalistes, avant même les personnes des princes, il y a une phrase que j'aime beaucoup, moi, c'est les principes avant les princes. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez avec des gens, M. Lecomte, Walter, par exemple, qui est plutôt dans une optique de mouvement citoyen, et on l'a bien compris, pas hostile à, pourquoi pas, une monarchie qui, à mon avis, pour moi, aurait des failles, mais peu importe. Mais aujourd'hui, les gens ne connaissent pas réellement ce qu'est la royauté. Quand vous parlez avec les gens autour de vous, très souvent, les gens vous disent « Ah, tu es pour les privilèges, tu es pour qu'on remette des perruques et des talons. » Je pense qu'on a un vrai travail de pédagogie à faire. Je ne dis pas qu'il faut ne pas tenter l'élection présidentielle, mais je suis intimement convaincu de quelque chose. Si demain, un prince de la Maison de France, au sens très très large du terme, doit aller dans l'arène politique, je suis intimement convaincu que tout le milieu doit être derrière lui. C'est-à-dire que s'il y va sans avoir le soutien des uns et des autres, c'est la catastrophe assurée, parce que la division, c'est l'œuvre du démon. Enfin, la division, ce n'est pas bon. La monarchie, c'est le pouvoir en un seul. Si demain, quel que soit le prince, il ne met pas les siens d'accord, ça sera un pieux de vouloir réunir tous les Français. Walter? Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ce n'est pas une histoire d'arriver, de dire je suis, il faut aussi le prouver. Donc bon, admettons que ça soit possible. Non, mais moi je suis pas si négatif que toi. Je suis curieux du programme, curieux de voir si Charles Emmanuel acceptera et qui y aura derrière. Moi je connais pas du tout le milieu, donc je pense par réflexe qu'il y aura des oppositions internes, les Bourbons, les Orléans, etc. Enfin bon, je connais pas tout ça. Hein. Donc ça va être déjà difficile de réunir son camp naturel. Mais s'il le réunit et qu'il arrive, et je vais vous dire une confidence, on en avait parlé déjà à l'époque. Il fallait, enfin, je ne sais pas quel est votre plan, je ne suis plus dans l'histoire, mais il fallait faire une vraie main tendue vers le peuple. Mais pas une main tendue simplement en disant je suis l'élu de machin, non, une main tendue concrète. C'est pour ça que je parle de programme. Et donc, c'est-à-dire, c'est quoi une main tendue concrète parce que une main tendue concrète, c'est ne pas, même sous-entendre qu'on veut restaurer une monarchie, mais amener juste une espèce de légitimité. Non, mais je vais à l'encontre de ce que tu dis. On peut imaginer une candidature de ce type-là, pas cet homme, ce type-là, de ce genre-là, en préparant un programme qui soit
complètement à l'opposé de ce qu'ont les gens en tête au niveau de la monarchie, qui sont un programme, justement, tout ce que tu n'aimes pas, Franck, un programme qui donne vraiment beaucoup de parole au peuple, sans tomber dans les excès de RIC, référendum, etc. Avec cette espèce, je reviens sur mon idée fixe, et non pas Obélix, de mandat impératif. Et le mandat impératif pourrait prendre presque, là je m'enflamme un peu, hein, j'imagine le plan, là, comme ça me vient comme ça, pourrait prendre presque une dimension mystique de mandat impératif confié par je ne sais qui pour le bien du peuple. Et là, si on fait cette jointure, je vous dis ça parce que c'est vraiment ce dont on avait parlé avec lui, si on fait cette jointure, avec le programme qui va bien, avec, imaginons, le soutien de royalistes, tout en sachant que ça ne sera pas tout de suite une monarchie qui sera mise en place, parce que de toute façon, ils n'ont pas mieux à proposer, hein. On peut réunir quelque chose de complètement surprenant et qui peut justement, je répète, et ça va à l'encontre de même ce que je dis moi, parce que moi je prends le quoi avant le qui depuis 4 ans. Mais j'ai compris que ce n'était pas possible. Les Français, ils veulent un qui. Je vais leur parler de quoi? C'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que ils veulent un qui. Notre pays, malgré 200 ans de monarchie, de 150 ans, 170 ans de république, reste attaché quand même à cette figure des grands hommes ou des grandes femmes. Absolument. Alors imaginons, attendez, je finis mon film là. Donc imaginons, on fait cette connexion avec un petit peu de mystique, un petit peu de retour avec des symboles, Mont-Saint-Michel, etc., des choses qui sont vraiment la France qu'on a oublié, hein. Beaucoup de gens ont oublié. Bon, moi, je ne suis pas forcément pratiquant, mais j'ai cet amour-là de cette France-là. On peut réunir ce qu'on dit un petit peu les citoyens, un peu, pas gilets jaunes, mais enfin un peu genre de gauche, soi-disant, mais avec ça derrière, on peut faire un OVNI. Je n'avais pas pensé à cet OVNI-là, mais maintenant que j'y pense, moi, je parle depuis 4 ans d'un objet politique non identifié. Hein, c'est pour ça que je dis OVNI. On peut créer cet OVNI qui sera inattaquable. Parce que s'il a vraiment cette proximité du peuple, ils ne pourront pas jouer le mépris. Ils ne pourront pas jouer l'ironie contre lui ou contre un autre. Je ne sais pas, moi je parle de lui parce que vous avez parlé de Charles-Emmanuel, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Il y aura un bouclier. Alors c'est très flou ce que je dis, mais je pourrais en parler avec vous, M. Olivier. On va lui demander de se présenter. Oui, pour en tout cas, je voudrais ouvrir une petite parenthèse quand même, très importante à mon sens. En tant qu'Alliance royale, on sera derrière lui, mais il n'est pas partisan par principe. Oui, donc ce n'est pas l'Alliance royale qui va le présenter. Mais il n'en est pas question. En fait, ce qui est intéressant, Olivier Lecomte, je ne sais pas si vous partagerez mon idée, c'est que au début de la discussion, de notre débat-discussion, d'ailleurs plus d'aider de ces débats-discussions, ce qui est intéressant, c'est que de prime abord, Walter était plutôt réservé, plutôt contre, en tout cas, voilà. Et en fait, au fil et à mesure de la discussion, il se rend bien compte, et c'est ça que je trouve intéressant dans la construction ce soir de notre avancée commune, c'est qu'il se dit, bah oui, effectivement, moi, depuis 4 ans, je suis à la tête d'un mouvement citoyen, je passe mon temps à leur dire pourquoi faire la politique, et il dit, ça ne marche pas parce qu'il faut un qui, donc une personne. Et donc là, on en revient à un des fondamentaux de la monarchie, c'est que la monarchie, elle s'incarne dans un être humain, bien souvent un homme catholique, et espérons-le, on se le chemin là. Et donc, en fait, cette discussion, quand même, elle est porteuse de sens pour vous, Olivier Lecomte. C'est ce que vous avez rencontré quelqu'un que vous ne connaissez pas à la tête d'un mouvement citoyen, et lui-même vous dit que demain, finalement, il peut y avoir un ovni politique, c'est-à-dire cette fameuse rencontre entre un peuple qui souffre, quand aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez une voiture, moi j'en ai une, quand on voit le prix à la pompe, mais c'est de la spoliation légale. C'est qu'à un moment donné, les Français, ils font bien. Non, mais c'est vrai, c'est de la spoliation. Enfin, moi, j'emploie pas des mots à tort et à travers. C'est vraiment de la spoliation. L'État républicain, c'est vraiment du vol. Quand je vois ce qu'il me prend tous les mois sur ma fiche de paye, déjà, ça me rend malade. Mais là, le prix de l'essence, c'est monstrueux. Donc, à un moment donné, ce peuple de France qui est abandonné, qui est méprisé, qui est martyrisé. Vous avez vu, il y a quelques jours, on nous impose le masque en tout lieu, en toutes circonstances. Par contre, pour leur petite sauterie à l'Élysée, là, c'est bisous, bisous, câlin, câlin, pas de masque. Enfin, bon, de manière objective, et en tant qu'historien, je me méfie toujours des parallèles hasardeux ou un peu trop faciles, mais on pourrait presque se croire actuellement
en 1788. C'est-à-dire que tout le monde sent bien qu'il y a quelque chose qui peut se passer dans notre pays, que ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire un système de plus en plus dur. Je n'aime pas parler de dictature sanitaire, je préfère plutôt parler de durcissement de l'autorité. Puis d'un autre côté, on voit bien que le peuple résiste, il y a des manifestations tous les samedis, les gilets jaunes, malheureusement, ils ont échoué. J'ai écrit un petit livre sur le sujet, mais en tout cas, on voit bien que dans le peuple, il y a une attente qui n'est pas retranscrite sur le plan politique. Abstention, on l'a bien vu au régional, 12 sortants de région, les 12 sont réélus. À croire que les Français sont contents de ceux qui sont mis en place. Et c'est là où je pense que nous, en tant que royalistes, on a une opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre politique, elle ne correspond pas du tout à ce qu'attendent les Français. Alors aujourd'hui, il y a le phénomène Zemmour qui serait là aussi analysé, c'est-à-dire est-ce que c'est un vrai phénomène populaire ou c'est plutôt une création médiatique. À titre personnel, je pense que les sondages, etc., le survendent et qu'on est plutôt dans le phénomène médiatique, mais attendons de voir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Olivier Lecomte, le chemin que vous prenez semble séduire quelqu'un qui est à la tête d'un mouvement citoyen, et ça, c'est vraiment mettre à votre actif, et je trouve que c'est intéressant dans votre démarche et dans votre projet. Ah oui, c'est intéressant, d'autant plus que quand je regarde le site Facebook, par exemple, de Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 15 000 personnes qui vont regarder ces articles chaque fois qu'il en sort un. Alors 15 000, c'est rien du tout en France. Mais c'est déjà pas mal en soi. Parce qu'il y en a qui transmettent à d'autres, qui en parlent autour d'eux. Je tiens à redire à Franck que peut-être il y a un malentendu à la base. Je ne suis pas fondamentalement contre. Je m'ai présenté plus ou moins comme un opposant à la monarchie. On a bien compris, Walter. Non, mais je parle du début de l'émission, parce que tu laisses entendre qu'il y a eu un changement de ma position face aux arguments. Non, il n'y a pas de changement. C'est que là, j'ai perçu une petite lumière qui me fait imaginer un scénario assez rapidement. Mais moi, je ne suis pas contre fondamentalement, puisque j'ai commencé par te dire que ce qui est actuellement, c'est pire. Puisqu'on arrive avec les défauts de la monarchie sans les qualités. C'est ça, la République d'aujourd'hui. Il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas d'amour de la France, il n'y a pas d'amour du peuple, et pourtant, c'est un pouvoir avec des privilèges et une petite caste. Donc ça ne va pas. En fait, aujourd'hui, la difficulté qui est la mienne dans le champ, pas intellectuel, mais dans le champ politique, c'est lorsqu'on discute avec les gens des milieux, on va dire, alternatifs ou dissidents ou de droite. C'est vrai que l'alternative royaliste ou monarchiste, que j'appelle de mes voeux, elle est quand même décriée, méconnue, ultra minoritaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont plutôt dans une optique que moi, je trouve ça délirant, mais peu importe. Mais encore une fois, je ne critique pas les personnes. Les personnes, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est des idées qu'elles défendent, qu'elles promeuvent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'air du temps, c'est l'expression que tu employais tout à l'heure, Walter. C'est vrai que l'air du temps, il n'est pas au retour d'une monarchie absolue de droit divin. Aujourd'hui, quand on voit les grands chefs de l'opposition médiatique ou sur les réseaux sociaux, qui sont moins connus comme nous, on entend beaucoup parler du référendum d'initiative populaire, on entend beaucoup parler de démocratie directe, on entend beaucoup parler également, alors là je trouve ça complètement fou, de tirage au sort. Et c'est vrai que le chemin de Monsieur Lecomte, moi je ne peux que l'encourager parce que c'est le chemin que j'ai pris depuis plusieurs années maintenant, depuis 2004, mais on a vraiment du travail pour faire découvrir la monarchie, en ce sens qu'on est minoritaire dans un camp qui est lui-même minoritaire. Bien résumé. Bien résumé, tu remarqueras que je suis... D'ailleurs, j'en parlais, j'ai eu un grand débat avec beaucoup de gens des milieux gilets jaunes, etc. Et je leur expliquais, je donnais mon avis plutôt. Je leur disais, vous voyez l'originalité que j'ai parmi vous tous, c'est que je suis le seul mouvement 100% citoyen, aucune connexion avec le monde politique, qui est parti d'en bas, avec des militaires qui ont fait le programme défense, avec des profs qui ont fait le programme éducation nationale, avec un inconnu comme moi qui a inventé un système constitutionnel, etc. Eh bien, je suis le seul à être de droite. On peut quand même schématiser, il y a quand même une droite et gauche, on dit que ça n'existe plus, mais enfin, ça existe. Je suis le seul. Et voilà pourquoi vos mouvements ne marcheront jamais. Parce que la France est de droite, mais les gens qui veulent se mobiliser pour des mouvements citoyens dans la rue, tout, ils sont de gauche. Donc vous, votre petit monde, c'est le RIC, la démocratie participative, etc., qui séduit dans votre petit milieu. Mais quand vous allez mettre ça sur la table pour la France, et pas pour être le président des Gilets jaunes, vous allez faire un bide. Alors qu'avec le JL citoyen,
on pourrait allier les deux, parce qu'il y a quand même un système qui confie une mission, une vraie mission, avec un engagement, le fameux mandat impératif. C'est ça que j'aime bien, le côté légitime, descendant d'Henri IV, mission donnée par jeu mystique. Il y a plein de choses qui peuvent se créer et s'imaginer. Donc, l'équation insoluble, c'est que ces mouvements n'ont aucune chance parce qu'ils sont dans un petit microcosme et ils pensent qu'il n'y a que ces gilets jaunes. Et c'est pour ça que moi, je suis contre ces histoires de RIC. C'est des gadgets, tout ça. Il faut faire un truc beaucoup plus ambitieux, une mécanique globale. Olivier Lecomte, une réaction peut-être, s'il vous plaît? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, c'est toujours la même histoire. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup de réponses à ce qui se passe actuellement en France. Mais c'est vrai que, bon, on est quand même très branché subsidiarité, hein, pour être très franc. C'est-à-dire vraiment donner le pouvoir ou la parole au plus bas. Mais l'idée du mandat impératif est quelque chose qu'on a déjà étudié, très sincèrement. Parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent se décider comme ça. Et donc, votre avis sur le mandat impératif, monsieur Lecomte? Alors, mon avis personnel, parce que, je vous dis, on n'a pas été au bout des choses. Par contre, je crois que maintenant, je vais me débrouiller pour y aller. L'avis, il est plutôt positif, très sincèrement. Parce que la voix du peuple, on ne peut pas l'éteindre. Le mandat impératif, c'est toujours la voix du peuple. Parce que le bonhomme qui est élu et qui fait ce qu'il veut après, c'est le contraire de la démocratie. C'est vraiment le summum d'une dictature, par définition. Mais attendez, je vais juste reprendre là-dessus, c'est important. Juste la démarche, pourquoi j'ai pensé au mandat impératif quand j'ai écrit le programme 2017, mars 2017. J'ai imaginé que de toute façon, les partis politiques étaient foutus et que personne n'arriverait à reprendre le pouvoir dans un système normal avec des partis. Le Macron arrivait avec moitié de socialisme, moitié des LR, le système d'ailleurs qui le soutient, personne ne le délogerait. Donc il faudrait quelque chose d'original. Et donc je me suis dit, pour imaginer une surprise, que j'appelle une surprise électorale, gagner peut-être c'est impossible, mais on peut le faire. Sauf que cette surprise électorale ne pourrait jamais gouverner parce que derrière, elle ne gagnerait jamais les législatives. Ça veut dire qu'on peut imaginer sur quelqu'un d'incroyablement extraordinaire qui arrive à faire une surprise sur une élection. Je ne suis pas d'accord avec ça, moi, Walter. Comment? Je ne suis pas d'accord sur un point. Tant mieux. Juste rapidement, de mon point de vue, et en tout cas encore plus depuis le changement d'ordre des élections, je suis intimement convaincu que le président la personne qui gagnera en avril 2022 ou en mai 2022, elle gagnera forcément les législatives. Parce qu'il y a une cohérence des institutions. C'est-à-dire que les Français qui vont voter à 18 ou 20 millions pour un candidat, un mois et demi, 2 mois après, ils revoteront pour les candidats, du candidat pour lequel ils ont voté il y a 2 mois. Parce qu'il y a une cohérence. Franck, je suis désolé, tu viens de dire la même, je suis désolé, je vais te faire une démonstration. Tu viens de dire la même bêtise qu'a dit Marine Le Pen il y a 10 jours. Elle a dit « Ah oui, la Ve République est ainsi faite que quand on gagne l'élection présidentielle, forcément, on a la majorité législative. » Comme si c'était un truc mécanique. Elle oublie le front républicain. Et moi, quand je parle de surprise électorale, j'imaginais pas Charles Emmanuel ou n'importe qui, j'imaginais un mouvement citoyen. Et en l'occurrence… Attends. Non, mais Walter, il y a un problème. C'est que pour moi, Marine, elle ne gagnera jamais l'élection présidentielle. Non, mais je sais, mais même si… En fait, l'exemple de Marine, il n'est pas bon. Parce que Marine, comme elle ne gagnera pas l'élection présidentielle, elle ne peut pas gagner les législatives. Par contre, prenons un exemple farfelu. Si demain, le candidat de droite, peu importe qui il sera ou qui elle sera, gagne la présidentielle, 2 mois après, il gagnera les législatives. Attends, Franck, excuse-moi, tu as détourné mon postulat. J'ai bien parlé de surprise électorale. Une surprise électorale, pour moi, c'est un candidat du type RN ou Mouvement citoyen ou Zemmour, quelque chose de surprenant, qui n'a pas d'implantation depuis des années de partis régionaux, etc. Mais bien sûr, Marine Le Pen ne peut pas gagner, je le sais très bien, mais je le disais même à l'époque, mais arrêtez de perdre votre temps. Même si elle gagne, elle n'aura pas la majorité. Donc, ne perdez pas votre temps, il faut créer quelque chose de différent. Et pourquoi j'ai pensé au mandat impératif? Parce que c'est le seul système, c'est une mécanique assez complexe, simple à la fois, qui permet de s'engager sur une mission présidentielle et de passer par-dessus l'Assemblée nationale parce que ce président surprenant n'aura pas la majorité. En revanche, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça s'appelle le mandat impératif, hein, donc c'est la voix du peuple qui s'est exprimée dans un plan global qui passera par-dessus l'Assemblée, ordonnance, décret, ce que vous voulez, mais en revanche, pour pas que ça tourne à quelqu'un qui fait ce qu'il veut pendant 5 ans, hors de son programme, mis à part moi, ça devient aussi un système parlementaire
pour tous les imprévus, tout le courant pendant le mandat qui n'était pas prévu dans le programme. Et je prends un exemple toujours le même, la Covid. Dans un système EJL, jamais de la vie, Macron aurait pu faire ce qu'il fait avec 3 petits conseillers dans un petit bureau et inventer des lois à son bon gré. Parce que c'était un imprévu, c'est pas dans sa mission, il n'y avait pas ça dans son programme. Et là, ça devient une Assemblée nationale représentative qui s'exprime et qui prend les décisions, et pas ce petit président. Et ça casse. Voilà. C'est un exemple juste au passage. Olivier Lecomte? Je prends note, ça m'intéresse beaucoup. Je ne vais pas... Non, non. Parce que tu vois, moi, Walter, lorsque tu parles de surprise électorale, il faudrait définir ce que tu entends par surprise électorale. Donc, tu l'as un peu défini, mais je pense malgré tout que ça dépend, encore une fois, de la surprise électorale. Mais hormis surprise électorale à droite ou à l'extrême droite, le candidat qui sortira premier, il aura forcément plus d'élus que, enfin, il aura plus de votants. Donc, 2 mois après, enfin, c'est mathématique en fait. Mais non, mais ça, je suis d'accord, mais tu oublies vraiment cette notion de surprise. Moi, je te parle d'un type qui écrit un programme dans son salon et qui dit, les gars, on est des citoyens, on va leur inventer quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ça, c'est une surprise quand même. Bon, dans ce cas-là, on sait très bien qu'on n'aurait pas eu la majorité à l'Assemblée. Il y aurait eu un front républicain de tous les partis, parce qu'on les démonte, les partis, dans le programme. Donc, voilà. Ce que tu dis, ça existe dans les films et les contes de fées, mais dans la vraie vie, le type qui crée son parti ou son manifeste dans son garage et qui 2 mois après ou 10 ans après devient président, ça n'existe pas. Aujourd'hui, le système est malheureusement très bien verrouillé, trop bien verrouillé. Attends, mais Franck, il y a 1 heure, je t'ai dit, tu crois vraiment aux élections? Tout est arrangé, donc je suis quand même conscient de ces choses-là. Mais si tu n'essaies pas de créer des choses, tu ne peux pas changer les choses. Et souviens-toi que l'histoire du monde, ce sont les demi-fous qui ont changé l'histoire. C'est jamais les gens normaux, ni les fous. Les demi-fous, toujours. Bon. Donc, je peux être un demi-fou. Je peux essayer de créer des choses qui peuvent, dans une circonstance bizarre, imaginer une rencontre avec un truc qui connecte, et ça fait la formule magique. Donc, il faut toujours réfléchir. Non, on est fataliste. Pour être clair, je ne pense pas qu'on puisse changer les choses par les élections. Je pense que la stratégie de se faire connaître par le biais des élections, je pense que ça peut être une excellente stratégie, avec le préalable et la condition nécessaire d'avoir sa famille politique derrière soi. Par contre, là, on sera d'accord sur le constat. Croire que les choses changeront par les élections de 2022, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. On essaye d'y croire, mais c'est vrai que c'est délicat. C'est très délicat. Alors, tout à l'heure, Monsieur Lecomte, vous nous avez dit que vous aviez rédigé un manifeste. Alors, on ne va pas faire les questions programmatiques, mais quelles seraient les 2-3 mesures les plus importantes ou les mesures phares de ce manifeste? Alors, je vais dire plutôt des mesures sur la pauvreté, parce que je pense que c'est très important. On a quand même une idée traditionnelle de Saint-Louis qui s'est toujours occupé des pauvres. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui est quand même clé. Vous avez un RSA qui fait le demi-SMIC, par exemple, de gens qui ne travaillent pas à réellement parler. On part du principe, pas qu'il faut les mettre à travail à mi-temps, il faut mettre ces gens-là en travail à temps plein. C'est-à-dire que pour un demi-SMIC en plus, on a des gens qui sont payés au SMIC. Et ça, c'est très important parce qu'on peut réimplanter dans un certain nombre de secteurs stratégiques, parce qu'il ne faut pas que ce soit soumis à concurrence, quand même du social, mais dans un certain nombre de secteurs stratégiques, on pourrait créer des entreprises, des manufactures avec ces gens-là. Alors, ça a beaucoup d'avantages et il y a beaucoup de choses qui vont derrière. D'abord, on se retrouve avec plus d'emplois, mais aussi plus de gens qui vont avoir la possibilité de se loger, d'élever leur famille, et ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire, ça nous permet d'aller quand même assez loin. Ensuite, le deuxième avantage, et qui n'est pas du tout négligeable, c'est que ces personnes-là, comme elles ne seront pas soumises à la concurrence, on va ne les mettre que dans des secteurs stratégiques, c'est-à-dire des secteurs où l'on va retrouver une indépendance au niveau français. Et ça, c'est quand même très important. Ensuite, il y a encore le deuxième point qui est très important pour nous. Alors, c'est ce que j'appelle, puisqu'on parle toujours de l'environnement,
et puis c'est très important, bien sûr, on a 3 points sur l'environnement. On a le biogaz, l'hydrogène et le nucléaire. Et les trois énergies, c'est celle-là. Mais quand on parle du biogaz, on va parler des déchets organiques. C'est-à-dire qu'on récupérera les déchets organiques pour fabriquer du biogaz. Comme on créera des mini-centrales nucléaires, alors là, il y a beaucoup à dire, puisque c'est Macron qui les a fait arrêter il y a 5 ans, la recherche et ainsi de suite. Les Chinois, eux, ont continué. Aujourd'hui, ils sont en train d'installer le premier prototype. Et M. Macron découvre que ça peut être une solution formidable. Et lui vous avez vu, que 50% de nucléaire. Je vous coupe rapidement, vous avez vu que Mélenchon veut interdire toutes les centrales nucléaires, veut les fermer. Ah, mais Mélenchon, il veut interdire les Français aussi. C'est bon, ça. Mélenchon, il veut changer la religion aussi. Et puis Mélenchon, quand il a manifesté il y a 2 ans, derrière, on criait Allahu Akbar. Les images, vous les trouvez partout. Oui, bon, on va pas parler, on va pas faire de la publicité à ce monsieur. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il déteste la France. On va pas s'occuper de lui. C'est marrant parce que Mélenchon a pris parti contre le nucléaire. Et ce qui est drôle, c'est que notre ami Emmanuel Macron, depuis 3-4 jours, a un virage pro-nucléaire. C'est marrant comme ils se réveillent tous, comme quoi cette question, elle est centrale, alors que Macron, il y a quelques années, sur le nucléaire, il était plutôt réservé. Mais là, depuis 2-3 jours, il a bien vu qu'il y avait quand même un vrai sujet et une vraie question de souveraineté énergétique pour la France. Et là, depuis 3-4 jours, il est à fond dans le nucléaire. Enfin, je trouve cette hypocrisie démocratique et républicaine vraiment effrayante. Alors, l'intérêt de la microcentrale, parce que ça, je vais en parler 2 secondes, parce que c'est très important que tout le monde le sache. Une microcentrale, c'est un cube de 3 mètres sur 3, c'est-à-dire 27 mètres cubes. 3 mètres sur 3 mètres sur 3 mètres. C'est tout petit. Ça apporte de l'énergie pour 130 000 personnes. Ça veut dire que si on prend la France, on met 500 territoires en France, c'est-à-dire, c'est une façon de parler, hein, bien sûr, chaque département, on le sépare en 5 parties. On crée 5 usines, enfin 5 microcentrales, et on est capable de subvenir aux besoins de la population, de subvenir intégralement aux besoins de la population. Je ne parle pas de l'industrie, bien sûr. Mais c'est 130 000 foyers. Oui, mais à quel coût? Pour l'instant, ça doit coûter très cher, non? Alors non, justement, l'avantage de la microcentrale, c'est que c'est une nouvelle, on a une nouvelle forme de combustible, c'est-à-dire on récupère les combustibles usés qui sont les rejets des centrales actuelles pour les mettre dans ces centrales et elles font 0 déchet. Je n'étais pas du tout au courant. Oui, c'est extrêmement important. Ah, oui, bien sûr, maintenant, les Chinois nous ont dépassés, alors que c'est une technologie que nous leur avons apportée sur un plateau au départ. Et comme Flamanville, nous avons apporté la technologie de Flamanville sur un plateau chinois. Eux, ils ont terminé l'usine et elle marche impeccablement bien. En France, c'est différent parce que l'Europe, chaque fois qu'on est prêt de finir, nous colle de nouvelles normes pour qu'on ne puisse pas la démarrer. Et puis, il y a des groupes de pression aussi écologistes qui sont quand même assez forts. Ils ont la puissance qu'on veut bien leur donner. Bon, eh bien, écoutez, messieurs, ce débat touche à sa fin, donc je vous remercie d'avoir discuté donc en bonne intelligence. Walter, est-ce que tu aurais un dernier mot à rajouter? Bah, écoute, moi j'ai trouvé ça très bien. Je me suis rapproché un peu d'une hypothèse, mais tu as vu que c'est une hypothèse mixte. C'est-à-dire, c'est comme si je schématise un roi, mais qui se présente dans un autre système. Donc, c'est un peu mixte ce que j'ai. Mais c'est pas mal, pour moi, j'aime bien. Donc, voilà. Et ravi d'avoir fait votre connaissance, Olivier. Et j'espère qu'on sera en contact pour voir votre programme, ça m'intéresse vraiment. Bien sûr. Monsieur Lecomte, auriez-vous un mot à rajouter? Beaucoup de remerciements. Et puis, j'espère que bientôt, vous recevrez Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme et puis vous pourrez en parler directement avec lui. Eh bien, très grand plaisir. Messieurs, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Franck. Au revoir. Merci bien.